Bonjour mes chers élèves. Après avoir traité le concept de la mondialisation, bien sûr, ses avantages, ses effets pervers, négatifs, on va essayer d'enchaîner sur la deuxième séquence au niveau de l'axe de la mondialisation intitulée « Les effets de la mondialisation ». Certes, les objectifs, bien sûr, de cette séquence globale de la mondialisation sont les suivants, ils sont au nombre de 3. 1. Préciser la notion de la mondialisation. 2. Citer ses aspects, bien sûr, et ses effets. Puis, au niveau de l'objectif numéro 3, c'est de proposer une stratégie appropriée pour chaque territoire économique national. On va essayer de commencer par les effets de la mondialisation. Certes, pour chaque phénomène, bien sûr, il a ses effets positifs et ses effets négatifs. On va essayer de commencer par les effets, bien sûr, positifs de la mondialisation, surtout les effets économiques. Bon, au niveau des effets économiques positifs, vous avez le flux d'échange. Vous avez vu ça en première année bac. Un flux, c'est un mouvement, bien sûr, qui a un point de départ et un point d'arrivée, une valeur, soit en termes réels ou en termes monétaires. Bon, il se produit un mouvement, bien sûr, de libéralisation des échanges commerciaux. Donc, la mondialisation en tant que phénomène a un aspect positif. Il libère, bien sûr, les mouvements des échanges commerciaux. Une baisse spectaculaire des coûts de transport et de communication, une extension des marchés, source de croissance mondiale, une intégration, bien sûr, des pays et des blocs régionaux assortis de la spécialisation des pays, le développement des EDE et de transfert de technologie. Bon, la mondialisation en tant que phénomène, bien sûr, a un certain nombre d'effets économiques qui sont positifs, bien sûr. Bon, la mondialisation libère les échanges. Bon, les échanges, bien sûr, commerciaux entre les différents pays, ceci a un impact positif sur la réduction, bien sûr, du coût de transport et de communication. Suite à quoi? Suite à une concurrence, suite à une compétitivité entre les multinationales. Il y aura bien sûr une extension des marchés, bien sûr, le marché pour une multinationale, pour une firme, pour une entreprise, pour une organisation, c'est une source bien sûr de croissance. On doit assister à travers le phénomène de la mondialisation à une intégration bien sûr des pays dans des blocs. On peut le constater par exemple le groupe G7, l'Union européenne, ainsi de suite. Vous avez par exemple au niveau d'un certain nombre de pays africains, CEDEAO, bien sûr ces blocs régionaux assortis de la spécialisation de pays. Donc la spécialisation est un vecteur pour normalement la constitution, pour la conceptualisation et la constitution bien sûr des blocs régionaux à l'échelle mondiale. Puis normalement le développement des investissements directs à l'étranger et de transferts technologiques. Donc ce sont des effets bien sûr positifs et ayant un caractère bien sûr économique. Au niveau des marchés, bien sûr, bon, au niveau du marché, on doit assister à une extension et une interpénétration des marchés. Extension, c'est-à-dire on peut procéder à l'extension, bien sûr, d'une entreprise. À travers quoi? À travers la découverte d'un certain nombre de marchés, la création d'unités nationales de production à l'étranger. Donc, par exemple, si vous avez une entreprise ou une organisation, par exemple, dans un pays bien déterminé, il peut normalement délocaliser la production. Puis, il y a une interconnexion, bien sûr, permanente des marchés en raison des décalages des fuseaux horaires. Donc, ce sont bien sûr les avantages que présente normalement la mondialisation au niveau de l'axe des marchés. Puis, au niveau des entreprises nationales, bien sûr, la mondialisation a un certain nombre d'effets positifs, surtout économiques. Elle développe des stratégies de montée en gamme assimilées à une différenciation verticale pour échapper, bien sûr, à la compétitivité. Normalement, vous avez vu la concentration, bien sûr, horizontale, verticale. Vous avez vu la spécialisation, la diversification, l'intégration au niveau de l'économie et l'organisation administrative des entreprises. Il pratique la diversification des produits assimilés à une différenciation, bien sûr, horizontale à base d'innovation. Cette stratégie génère bien sûr une hausse
des emplois qualifiés. Donc, la mondialisation, il a un impact positif normalement sur l'expansion, bien sûr, des marchés, sur le développement, bien sûr, des flux d'échange et, bien sûr, pour l'expansion, bien sûr, d'un certain nombre d'entreprises nationales. Au niveau toujours, bien sûr, des effets économiques positifs, vous avez des firmes transnationales qui traversent normalement les frontières et sont à l'origine de flux massifs, des EDE, et organisés de verticales marchés internes et rétrocession, bien sûr, de biens avec leurs filiales. Bien sûr, ces firmes transnationales délocalisent la production avec des effets positifs, bien sûr. C'est quoi une délocalisation? On peut avoir une firme, une organisation, une entreprise qui est domiciliée dans un pays, il choisit normalement, bien sûr, de produire dans un autre pays. Suite à quoi? Suite, bien sûr, à la baisse des coûts, libère une distribution de revenus supplémentaires qui peuvent être à l'origine de la hausse du pouvoir d'achat, la baisse des coûts, bien sûr, le développement des EDE et transfert de la technologie. Donc, ce qu'il faut retenir normalement, au niveau bien sûr, au niveau de la délocalisation, bien sûr, de la production, il a un certain nombre d'impacts positifs sur le pays d'accueil, dans la mesure où on va essayer de produire, bien sûr, avec une main-d'œuvre. Donc, qui dit normalement l'emploi du main-d'œuvre dit distribution de revenus, qui dit distribution de revenus dit normalement l'amélioration du pouvoir d'achat, qui dit amélioration du pouvoir d'achat dit une consommation, bien sûr, soutenue, à travers quoi? À travers une production, et ça peut normalement dévoiler pour un certain nombre de pays le cercle vicieux ou les cercles vicieux de la pauvreté de Nulx. Bon, au niveau des effets négatifs, bien sûr, au niveau des flux d'échange, la mondialisation oriente exclusivement les flux d'échange et des EDE du nord vers le nord, bien sûr, laissant en marge à la périphérie les pays du sud, même si un vaste mouvement d'orientation se fait ressentir notamment avec la montée en puissance de l'Asie. Certes, on a vu normalement au niveau d'un certain nombre de théories de sous-développement, la théorie centre-périphérie. C'est une théorie parmi d'autres, c'est une théorie de Samir Amin, qui a été développée par Samir Amin. Vous avez un centre développé et une périphérie sous-développée. Parmi les effets négatifs de la mondialisation, c'est qu'on va assister à un mouvement nord-nord et non pas nord-sud pour réduire les disparités. Et ça va renforcer normalement la position du nord face normalement à une périphérie qui est à la marge ou qui restera à la marge. Puis, au niveau des marchés, la mondialisation, bien sûr, exerce une pression sur les marchés financiers interconnectés, 24 heures sur 24 heures. Ce qui nécessite au sein de chaque pays, aux zones régionales, la fixation d'un objectif impératif de stabilisation des prix et de la monnaie. Celui-ci ne peut être réalisé qu'au détriment de l'emploi et du chômage. Bien sûr, parmi les effets négatifs, bien sûr, de la mondialisation, c'est que la mondialisation, c'est une force qui peut s'exercer sur un certain nombre de marchés. Vu quoi normalement? Vu l'interconnexion de ces marchés, ils sont liés les uns aux autres. Il y aura une pression sur l'emploi et sur le cours de la monnaie. Bien sûr, les marchés financiers de biens et services, du travail, évincent les plus fragiles, notamment ceux qui sont démunis en actifs et en qualification. Donc là, normalement, suite à une compétitivité, normalement, dans le cadre de la mondialisation, les marchés moins compétitifs, ils vont disparaître. Et donc, normalement, c'est un effet négatif, normalement, pour un certain nombre de pays dont le tissu économique est fragile et non pas solide. Pour les entreprises nationales, on peut se demander quels sont les effets négatifs. Les entreprises sont contraintes en permanence à la rationalisation de la production par substitution du facteur capital au travail, entraînant une menace réelle sur les bas niveaux de qualification, une recherche de délocalisation de la production en vue de concourir bien sûr des marchés nouveaux lointains. Bien. Pour les entreprises nationales, aujourd'hui,
ils sont face à ce phénomène de mondialisation qui peut être parfois un facteur d'élimination pour les entreprises nationales. Pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui, avec la compétitivité, au niveau des combinaisons de production, vous avez vu ça dans le cours de la première année bac, vous avez, pour produire, il nous faut du capital et du travail. Il y a aujourd'hui une tendance haussière de la substitution du travail par le capital. Donc la mondialisation, c'est une menace pour pour les entreprises nationales qui cherchent normalement à créer, bien sûr, de l'emploi, qui cherchent à booster normalement la croissance économique nationale, qui cherchent à se développer par leurs propres moyens. Or, nous sommes face à des multinationales qui sont très compétitives, qui ont un certain nombre de capitaux très importants et qui peuvent conquérir facilement des marchés même s'ils sont lointains. Pour les firmes transnationales, ils mettent en concurrence bien sûr acharnée les pays et les territoires assortis forcément de gagnants et de perdants. Ils deviennent des acteurs puissants et à travers les marchés internes et les flux d'échanges intra-firmes qu'ils organisent, ils sont à la source de suppression d'emplois nationaux. Certes, les firmes transnationales, puisqu'ils traversent les frontières nationales, c'est une menace pour la main-d'œuvre locale, pour la main-d'œuvre nationale, puisque normalement, ça ruine un certain nombre d'économies et ça contribue normalement, essentiellement, au démantèlement d'un certain nombre d'économies, dont, bien sûr, dont le besoin et l'emploi et, bien sûr, l'investissement. Maintenant, on peut enchaîner sur les effets, bien sûr, socio-culturels, après avoir traité les effets économiques. Bon, vous avez des définitions des concepts. Acculturation, ensemble des changements culturels. Lorsqu'on dit acculturation, c'est un ensemble des changements culturels résultant du contact prolongé entre cultures différentes. Donc, normalement, avec le phénomène de la mondialisation, parmi normalement ces effets, il y a l'acculturation. Au niveau de l'acculturation, c'est qu'une culture embrasse une autre culture et vice-versa. Donc, on aura un échange entre différentes cultures, bien sûr, résultant de quoi? D'un contact prolongé des cultures, surtout au niveau des multinationales, au niveau des organismes non gouvernementaux, ainsi de suite. Il y a normalement un carrefour, un entrelac, une intersection entre différentes cultures. Aujourd'hui même, on peut normalement parler de ce qu'on appelle le management interculturel pour ce genre de firme. Une différenciation culturelle. Certes, lorsqu'on dit normalement la différenciation culturelle maintient et ou renouvellement des spécificités culturelles correspondant à des réactions de rejet d'une culture dominante. Avec le phénomène de la mondialisation, c'est sûr, nous avons une diversité culturelle. Mais une culture ne doit pas dominer d'autres cultures, mais on doit assister normalement à cette richesse, à l'exploitation de cette diversité culturelle. Et même au sein des organisations, on parle des compétences d'interculturalité, c'est-à-dire qui sont liées à la gestion des différentes cultures. L'uniformisation culturelle, ou bien la standardisation ou la modélisation des cultures. C'est une tendance à la convergence des goûts et des valeurs sous l'influence d'un modèle culturel occidental. C'est parmi les effets de la mondialisation, c'est-à-dire lorsqu'on dit uniformisation culturelle, on aura une culture uniforme, standard, modèle pour un certain nombre de pays. Or, normalement, le monde est caractérisé par une diversité normalement des cultures. Bon, au niveau de l'uniformisation culturelle, marché et culture, il y a une uniformisation des produits de consommation de masse. Lorsqu'on dit uniformisation culturelle,
surtout au niveau des marchés, il y a l'impact de la culture. Il y a une uniformisation bien sûr des produits de consommation de masse à la source d'une totale standardisation. Les produits occidentaux sont prédominants, c'est le phénomène d'occidentalisation. C'est-à-dire, il y a un mode de consommation qui sera normalement une référence pour les autres pays. Firme et culture. Les FTN jouent un rôle primordial dans cette, bien sûr, véhiculisation et attestent, bien sûr, d'une certaine domination de la dynamique marchande. Donc, je répète, pour les firmes normalement et culture, l'impact de la mondialisation à travers la culture sur les firmes. Les FTN jouent bien sûr un rôle primordial dans cette véhiculation et attestent d'une certaine domination de la dynamique marchande. On exploite bien sûr cette dynamique marchande au niveau d'un certain nombre de firmes transnationales, multinationales, pour générer bien sûr le monopole d'une culture sur d'autres cultures. Occidentalisation de la culture. C'est une tendance à la diffusion d'une culture globale. Bien sûr, par quoi? Par l'élimination et par la marginalisation des spécificités culturelles sous l'effet de facteurs multiples. Donc, à travers la mondialisation, un certain nombre d'acteurs de la mondialisation exploitent ce phénomène, bien sûr, pour occidentaliser la culture. À travers quoi? L'homogénéisation de la demande sur le marché mondial, c'est-à-dire homogène, il est identique. Qu'on est au Maroc, en France, en Mauritanie, au Burkina Faso, aux États-Unis d'Amérique, au Japon, au Canada, on aura normalement un style de consommation qui est identique. Tourisme d'affaires et culturel, urbanisation croissante avec formation de mégapoles, action des médias, standardisation des langues. Donc plusieurs outils seront servis en faveur normalement de l'occidentalisation de la culture. Vous aurez des médias, vous aurez des formations, vous aurez normalement les normes de consommation, vous aurez normalement le type de tourisme pratiqué, vous avez les actions des médias, vous avez la standardisation des langues, ainsi de suite. Bon, après avoir traité l'occidentalisation de la culture, suite au phénomène de la mondialisation, maintenant, on va passer à un autre aspect, bien sûr qui est négatif, au niveau de la culture, c'est celui de l'américanisation de la culture. Bon, en quoi consiste l'américanisation de la culture? D'un point de vue global, bien sûr, la suprématie, bien sûr, américaine se fait sentir au niveau des codes vestimentaires, des codes alimentaires, de la diffusion des films et séries, bien sûr, un phénomène d'américanisation de la culture. Donc, l'américanisation de la culture se base essentiellement sur quoi? Sur l'exploitation, bien sûr, des codes vestimentaires, alimentaires et bien sûr des éléments relatifs à la diffusion des films et des séries dans le cadre, bien sûr, de l'américanisation, bien sûr, de la culture. Suite à leur suprématie, bien sûr, en termes économiques au niveau mondial. Bien, maintenant, après avoir traité l'américanisation de la culture, on va essayer d'enchaîner sur la différenciation culturelle. Bien sûr, au niveau des marchés culture, les marchés locaux adaptent, bien sûr, et recomposent les produits occidentaux. Donc, suite normalement à la faiblesse d'un certain nombre de marchés locaux, on peut normalement adopter, bien sûr, et recomposer, bien sûr, les produits occidentaux, suite, bien sûr, à la forte occidentalisation d'un certain nombre de styles
en matière de production, en matière de distribution, en matière de logistique, en matière bien sûr de commerce, en matière bien sûr de la maîtrise des systèmes économiques. Bon, au niveau des firmes et cultures, les filiales, bien sûr, peuvent recourir à des pratiques de marketing différenciées et de diffusion de produits différents de ceux de la maison mère. Donc là, normalement, bien sûr, les filiales peuvent se distinguer par rapport à leur maison mère au niveau des styles de distribution. Puis, au niveau des cultures régionales et locales, les cultures régionales attestent d'une certaine vivacité. Certains produits régionaux, bien sûr, résistent au mouvement de standardisation produits de tiroir. Donc, normalement, ces produits dits produits de tiroir peuvent résister normalement à ce phénomène de standardisation et de normalisation. Puis, au niveau des rejets de la culture dominante, certaines régions peuvent manifester des phénomènes de rejet, bien sûr, et de contestation, anticolonialisme, bien sûr, révolution islamique, nationalisme, nexphobie et racisme. Donc, il y a un certain nombre de continents qui peuvent manifester normalement un rejet d'un certain nombre de cultures dites cultures dominantes. Bon, maintenant, on va essayer d'enchaîner sur le troisième axe de notre prestation. Bien sûr, cet axe indiqué dans le plan s'intitule « Stratégie à adopter face à la mondialisation ». Bien sûr, tout d'abord, on va expliquer c'est quoi l'intégration régionale. L'internationalisation, bien sûr, c'est un phénomène relatif aux économies développées qui est marqué dans la période contemporaine par le développement de processus d'intégration régionale. Donc, il y a un certain nombre de pôles régionaux. La transformation de ces blocs, bien sûr, de ces blocs régionaux en structures hybrides est fortement liée au choc extérieur et aux pressions qu'exercent sur leurs membres, bien sûr, l'environnement international. Donc, il y a normalement un certain nombre de mouvements entre les différentes économies, ce qui nécessite bien sûr de procéder à une intégration régionale comme remède face, bien sûr, au phénomène de mondialisation. Donc, la séquence d'aujourd'hui touche à sa fin. Je vous remercie infiniment. Bon courage pour le reste. La prochaine séance, Inch'Allah, on va essayer d'enchaîner sur les stratégies à adopter face à la mondialisation.